Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un budget d'abonnés. Je sais que c'est une rubrique que certains d'entre vous apprécient beaucoup puisque ça permet de parler d'argent, ça permet de voir des cas concrets, des situations. Alors évidemment, c'est pas un tuto, c'est pas pour se dire si on gagne pareil que la personne, on pourra faire exactement pareil ou ce genre de choses. C'est simplement pour voir différents cas particuliers et à force d'en voir, ça permet aussi de trouver des idées parfois selon des situations. Si on se dit, je sais pas, qu'est-ce que ça donne d'être dans cette configuration familiale, dans cette ville, etc. avec ce type de salaire, je trouve que ça permet de regarder ce que font les autres en sachant qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises choses à faire. Mais simplement, c'est toujours bien de communiquer et de lever les tabous sur l'argent, je trouve, pour mieux s'en sortir. Si jamais vous voulez tenter de participer à cette rubrique de vidéos et m'envoyer votre budget, je vous mets le mail dédié en barre d'infos. C'est pas mon mail classique, c'est vraiment une adresse dédiée pour cette catégorie de vidéos. Et donc aujourd'hui nous allons nous intéresser au budget de Manon qui a 31 ans, qui est professeure de piano et qui a une configuration familiale qui peut peut-être être assez différente de ce que l'on conçoit généralement puisqu'elle est mariée depuis quelques mois maintenant, mais ils n'habitent pas ensemble, elle habite en région parisienne et il habite dans le Var parce que pour le moment, en vue de leur situation professionnelle et aussi financière, ce n'était pas forcément possible d'habiter ensemble, donc ils ont fait ce choix pour les quelques années à venir de continuer de vivre séparément et du coup ça implique un budget qui va être assez différent de ce à quoi on peut s'attendre, mais c'est un choix aussi et je sais qu'ils ne doivent pas être les seuls à être dans cette situation. Aujourd'hui, le choix de vivre ensemble ou non, il est parfois énormément motivé aussi par des raisons financières, par des raisons de travail. Il y a aussi des couples par exemple qui vont très vite habiter ensemble alors qu'ils n'auraient pas forcément fait ce choix d'habiter aussi vite ensemble, tout simplement parce qu'ils habitent dans des villes où les loyers sont très chers. Et donc il y a souvent des facteurs extérieurs comme ça qui peuvent modifier la manière dont on va vivre son couple ou sa composition familiale en général. Elle est donc professeure de piano dans 2 conservatoires en région parisienne, ça lui rapporte 1 900 € par mois. Ce salaire n'était pas forcément suffisant pour combler ses dépenses, ses projets, son épargne, etc. Du coup, elle a fait le choix de travailler en plus de ça. Elle cumule donc un autre emploi qui est d'être professeure de piano à domicile. Elle le fait en CESU et ça lui rapporte 1 400 € par mois, en sachant que ça lui coûte aussi de l'argent sur d'autres points, mais ça lui donne quand même plus de liberté financière. Le coût de la vie à Paris et en région parisienne globalement est quand même assez élevé. C'est pour ça que souvent le salaire seul ne donne pas forcément énormément d'informations sur la situation financière de la personne. En juillet et août, elle ne donne pas de cours particuliers, ce qui fait que si on lisse sur l'année, ça lui fait à peu près 1 166 € de revenus liés à cette activité supplémentaire, ce qui lui donne donc 3 066 € par mois de revenus, ce qui techniquement la classerait presque dans la catégorie aisée, mais comme je vous le disais, ça dépend totalement de la situation. C'est pas pareil de gagner 3 000 € par mois quand on habite dans une région très peu chère que quand on habite dans l'un des coins où le coût de la vie est le plus élevé en France. C'est un budget qui est finalement assez récent puisque là elle va entamer sa 2e année en région parisienne. Avant ça elle habitait à Strasbourg donc elle dépensait moins d'argent sur son coût de la vie, mais elle avait quand même de gros frais de déplacement parce qu'elle allait souvent à Paris, donc je pense pour le travail aussi. Et surtout elle gagnait beaucoup moins quand elle était à Strasbourg, donc c'est sûr que c'est toujours un calcul à prendre en compte comme ça. En juin 2022, elle avait acheté un appartement de 58 mètres carrés à Strasbourg. Elle l'a acheté à crédit avec un apport de 40 000 € et elle a emprunté 188 000 € à 1,25%. Ça, c'était les taux de 2022. Ça a bien augmenté fin 2022, début 2023. Et elle a donc emprunté sur 25 ans. Elle loue cet appartement 870 € par mois, mais il faut vraiment prendre en compte le fait qu'actuellement il lui coûte un peu plus d'argent que ce qu'il lui rapporte, puisqu'elle va dépenser 1 005 € par mois de charges en général pour cet appartement, ce qui va inclure le crédit immobilier qu'elle paye dessus. Donc techniquement cet appartement lui coûte 135 € par mois, dont 733 € de prêt immobilier, ce qui veut dire que certes ça lui fait une petite dépense en plus chaque mois et pour le moment ça lui rapporte pas d'argent, mais par contre ça lui permet d'avoir une forme d'épargne à travers cet investissement, puisqu'au fur et à mesure du temps le bien se rembourse de plus en plus. Donc c'est pas les 1 005 € qu'elle dépense par mois qui vont comme s'ils allaient directement en épargne. Il y a peut-être finalement les 2/3 ou un peu plus du montant du prêt immobilier qui vont dans l'augmentation de son patrimoine net, mais ça reste intéressant notamment sur le long terme puisque dans environ 23 ans elle n'aura plus de crédit à payer dessus et là il y aura vraiment une plus grosse marge qui se dégagera. Ça c'est dans l'hypothèse bien évidemment, si elle ne le vend pas, elle peut aussi le vendre et ça peut aussi être une situation intéressante même si elle le vend. Au niveau des dépenses, elle va payer 917 € de loyer pour un 34 mètres carrés en proche banlieue de Paris. Donc évidemment c'est assez élevé. Si vous avez l'habitude des prix d'endroits en France où c'est pas très cher, évidemment ça peut choquer un petit peu.
mais c'est vraiment la réalité des prix. Et c'est aussi pour ça que souvent les salaires sont plus élevés en région parisienne. Et c'est pour ça qu'on peut pas forcément se calquer sur le budget de quelqu'un d'autre par rapport au salaire, parce que ça dépend totalement du coût de la vie et aussi de si on a envie de vivre dans un petit logement, un grand logement. Elle vit quand même dans un logement qui n'est pas immense non plus. Si elle avait voulu vivre, je sais pas, dans un 50 mètres carrés par exemple, ça lui aurait coûté beaucoup plus cher. En électricité, elle paye 80 € par mois, donc c'est finalement une somme assez moyenne pour un budget électricité. Le logement est pas forcément grand, donc ça pourrait être un peu élevé, mais en fait ça dépend totalement du type de logement, ça dépend de notre envie de confort par rapport au chauffage ou non. On n'a pas tous la même résistance au froid non plus, et il y a aussi les diverses consommations du logement. Si elle est pianiste, elle a peut-être un piano aussi. Il me semble que les pianos ont besoin d'une certaine température quand même. En tout cas, c'est le cas pour ma mère qui est pianiste aussi. L'endroit le mieux chauffé de la maison de mes parents, je crois que c'est à côté du piano de ma mère. En assurance habitation, elle paye 20 € par mois. Elle va avoir une mutuelle qu'elle paye 44 €, en sachant que la moitié lui est remboursée par l'employeur, mais du coup c'est compté dans ce qu'elle gagne, dans le salaire net que je vous ai donné au début. C'est pareil pour les transports en commun. Elle a un abonnement Navigo à 80 € par mois. Elle a la moitié remboursée. Je me demande si maintenant il n'y a pas la possibilité d'être un peu plus remboursée. Je sais pas si c'est le cas partout. Je suis pas salariée, donc j'ai pas forcément ce retour sur moi-même, mais dans l'entreprise de mon copain, il me semble que maintenant il rembourse 75% ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est la nouvelle norme ou si c'est juste l'entreprise qui a choisi de faire ça ou qui avait la possibilité, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que ça peut faire une petite différence. Ensuite, il y a un point qui est assez délicat dans son budget, puisqu'elle m'a parlé du fait que son budget alimentaire était élevé pour une personne seule et qu'elle en a conscience, mais c'est entre autres parce qu'elle a des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Et c'est vrai que les TCA, ça peut amener à avoir un budget alimentaire qui est très élevé, parfois très petit aussi, ça dépend. Mais en tout cas, sur ce point-là, la priorité, c'est pas forcément de s'occuper du budget, c'est avant tout de s'occuper de soi-même. Donc si par exemple, le fait de commencer à chercher le budget, ça peut amener une contrainte en plus qui fait que derrière, ça va empirer les TCA, vraiment, c'est pas la priorité du tout. Donc certes, le budget est élevé, mais après, c'est aussi un budget d'une personne seule. Donc quand on est seul, le budget par personne est plus élevé que quand on est au sein d'une famille, etc. où on peut un petit peu diviser les coûts sur certains ingrédients. Il y a aussi le fait qu'en région parisienne, les prix sont souvent plus chers sur l'alimentation, donc voilà, il y a d'autres facteurs aussi. Elle fait également 4 repas à l'extérieur par semaine pour son travail, pour les cours à domicile. Elle doit se déplacer, elle est loin de chez elle et elle n'a pas d'endroit pour se poser, pour manger. Donc c'est pas forcément évident, surtout quand il fait froid, quand il y a des conditions météo qui sont pas forcément idéales. Elle n'a pas de voiture, en tout cas je le vois pas dans son budget, donc j'imagine qu'elle vient en transport en commun. Donc c'est sûr que si ça peut amener du confort de se poser quelque part pour manger, c'est mieux. Et évidemment, ça reste des frais en plus qui sont finalement à déduire un petit peu de ce qu'elle gagne avec les cours particuliers et à prendre en compte sur cette catégorie-là. En revanche, elle a très peu de budget loisirs. Elle me dit qu'elle dépense quasiment rien, qu'elle ne sort quasiment jamais puisqu'elle travaille beaucoup et qu'elle finit la plupart du temps à 21h, 22h, ce qui lui laisse pas forcément le temps de faire beaucoup de sorties. Elle souffre du SOPK, donc c'est le syndrome des ovaires polykystiques. C'est une maladie qui touche quand même énormément de femmes. Moi, dans mon entourage, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Et c'était assez peu pris en charge, assez peu considéré jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et même actuellement, je sais qu'il y a encore des personnes qui souffrent des symptômes, etc. et qui sont assez mal accompagnées. Et dans son cas, ça lui génère le fait qu'elle doit acheter des compléments alimentaires chaque mois de sa poche. Elle en a donc pour environ 20 € par mois. Ça paraît pas si énorme que ça, et en même temps, ça veut quand même dire que ça fait 240 € par an qui sont dépensés juste pour, j'imagine, tenter de soulager les symptômes ou d'essayer d'améliorer la situation pour une maladie qu'elle n'a absolument pas choisie, alors qu'à côté de ça, elle paye une mutuelle. Donc il y a encore des choses qui sont pas forcément assez prises en charge aujourd'hui, je trouve. Elle a un animal de compagnie qui est un lapin qui lui coûte 30 € par mois, donc j'imagine en alimentation, éventuellement en vétérinaire, etc. Elle a lissé les coûts mensuellement, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire quand vous avez un animal de compagnie. J'ai déjà parlé budget avec des amis qui, lorsqu'ils comptent leur animal, vont simplement compter ce que l'animal leur coûte en budget croquette par mois, mais qui vont pas forcément compter le fait qu'il y a en moyenne 1 ou 2 visites chez le vétérinaire par an, qu'il y a d'autres frais de temps en temps, de garde ou ce genre de choses. Donc c'est bien de compter tous les frais sur l'année et de les lisser mensuellement. Je trouve que c'est toujours plus juste en termes de budget. Elle dépense 45 € par mois en partition, donc j'imagine dans le cadre de son travail et peut-être aussi de sa pratique personnelle du piano. Et elle dépense 20 € par mois pour le matériel pour ses élèves, donc c'est pareil, ça pourrait se déduire de ce qu'elle gagne par rapport à son activité professionnelle. Elle fait ensuite un don ou des dons à hauteur de 20 € par mois. Ensuite, par mois, elle va dépenser 30 € pour Netflix, Deezer et ShareSub. Alors, je ne connais pas,
Donc j'imagine que c'est un peu comme Split qui permet de diviser le coût des abonnements. Alors forcément 30 € par mois, je trouve que ça reste assez élevé quand même. Mais en fait c'est souvent aussi le coût d'être seul sur ces abonnements. D'ailleurs juste en lisant ça, ça me fait penser que j'ai pas vu d'abonnement de box internet ou de téléphone dans son budget, donc je sais pas dans quelle mesure ça lui coûte quelque chose, si elle est assez remboursée, si c'est payé, je sais pas, par d'autres personnes. C'est vrai qu'il y a des gens pour qui l'abonnement est payé par les parents ou ce genre de choses, ou peut-être que ça a été oublié. On inclura dans tous les cas une petite marge d'erreur ensuite, parce que c'est vrai que des fois quand on fait son budget, on ne pense pas forcément à absolument tout. Ensuite, au niveau des impôts, elle a eu une espèce de régularisation, on va dire, à payer en fin d'année pour les 4 derniers mois. C'est souvent ça quand on augmente de revenus, puisqu'avant elle gagnait moins à Strasbourg. Le fait de mieux gagner, ça fait que souvent quand on arrive sur la deuxième année, on a un peu plus d'impôts à payer parce que ça se régularise un petit peu. Et après, ce que l'on va payer tous les mois augmente un petit peu. Et donc si on lisse là ce qu'elle a dû payer cette année en plus de ce qu'elle a déjà payé prélevé à la source, ça représente 78 € par mois d'impôts. À chaque fois qu'elle peut prendre des vacances, elle va à Toulon pour voir son mari et pour voir sa famille aussi. Elle budgétise pour ça 100 € par mois, donc ça lui coûte 1200 € sur l'année en billets de train pour aller à Toulon. C'est bien de le compter comme ça aussi, des fois c'est le genre de budget qui peut facilement être oublié. Et elle part en vacances avec sa meilleure amie, du coup elle met de côté en prévision 50 € par mois sur l'année pour pouvoir avoir un budget pour ça. C'est pareil, je trouve que c'est toujours bien de prévoir un petit peu son budget vacances, lisser sur l'année comme ça. On peut aussi le cagnotter sur un compte à part qui n'est dédié qu'à ça. Pareil pour les cadeaux de Noël ou pour ce genre de choses, je trouve que ça peut toujours être bien. Et en parlant de cadeaux de Noël et d'anniversaire, elle budgétise 100 € par mois pour l'occasion. Donc c'est pareil, elle les met de côté et ça lui permet de pas avoir à tout sortir d'un coup, notamment à Noël. C'est vrai que souvent on a pas mal de cadeaux à faire, donc c'est bien d'avoir un petit peu préparé son budget toute l'année pour ça, ce qui amène donc son total de dépenses à 2369 € par mois, ce qui lui laisse un petit peu moins de 700 € pour l'épargne et éventuellement les imprévus aussi, ou peut-être ce qui n'a pas forcément été compté dans le budget si jamais elle paye un forfait téléphonique ou une box internet ou ce genre de choses. C'est pareil, j'ai pas vu de budget vêtements, alors peut-être qu'elle n'en achète pas en ce moment et que du coup c'est pas au programme et que voilà, elle reste sur les vêtements qu'elle avait il y a des années. J'ai fait ça un moment pendant quelques années, j'ai pas acheté du tout de vêtements parce que j'en avais déjà pas mal d'avant, mais voilà, ça peut toujours être à compter dedans si jamais on doit changer des chaussures ou ce genre de choses. Même si on n'achète pas beaucoup, souvent on achète toujours un tout petit peu à un moment ou à un autre. Dans son mail, elle me disait qu'elle essaye d'épargner 1000 € par mois pour un futur achat immobilier. Et quand je regarde le budget, j'obtiens à peu près 8370 € par an de disponible pour l'épargne et en comptant les imprévus éventuels dedans. Je pense que ça compte pour les mois où elle donne des cours particuliers puisqu'il y a finalement une assez grosse différence de revenus entre les mois où elle donne des cours de piano particuliers à domicile et les mois où elle n'en donne pas. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, au-delà des 8300 € du coup qu'elle a en capacité d'épargne s'il n'y a pas d'imprévu, il y a aussi le fait qu'elle rembourse à peu près 8800 € de crédit immobilier par an en dehors des assurances. Donc évidemment c'est pas 8800 € qui vont dans l'augmentation de son patrimoine chaque année, mais il y a quand même une grosse partie de cette somme qui à travers le remboursement de son crédit immobilier est remboursée aussi et lui permet donc de s'enrichir et d'épargner d'une certaine manière. Ils se sont mariés il y a quelques mois. À la base, elle voulait plutôt un petit mariage. Son mari voulait un grand mariage et finalement, elle a été totalement convaincue par le grand mariage et elle ne regrette absolument pas. Pour sa part, puisque là on parle de son budget et pas de celui de son mari, ça lui a coûté 17 000 €. Donc ça lui a coûté la totalité de ses économies. En sachant que ça lui avait été permis, on va dire, par le fait qu'elle avait eu un accident piéton, elle a été renversée et ça lui a cassé l'épaule et donc elle avait eu un dédommagement. Avec cet argent, ça lui a permis de rembourser ses parents sur la somme qu'ils lui avaient prêtée lorsqu'elle avait acheté son appartement et ça lui a aussi du coup permis en partie de financer le mariage. Manon me précise dans son mail que son père est courtier en immobilier et que du coup il lui a donné une assez bonne éducation financière et qu'elle considère que c'est un réel privilège, que ça l'a énormément aidé et c'est vrai, c'est un grand privilège d'avoir une éducation financière et souvent au-delà du calcul entre ce que l'on gagne et ce qu'on dépense, la façon dont on voit l'argent, la façon dont on nous a appris à voir l'argent, etc., ce que l'on peut faire avec, c'est clair que ça peut être un énorme privilège ou une énorme inégalité si on ne nous l'a pas du tout appris. Elle essaye de le transmettre à son mari qui de son côté a toujours eu un peu de mal à épargner, donc elle essaye de lui transmettre aussi cet intérêt à épargner. Mais de son côté, son mari est propriétaire de son logement puisqu'il a acheté un appartement de 30 mètres carrés à 62 000 € dans le Var. Il y a maintenant 4 ans, il lui reste du coup 16 ans de crédit à payer avec 350 € de mensualité par mois, ce qui est quand même hyper intéressant. Elle précise qu'il a fait une très bonne affaire puisque la personne souhaitait vendre vite son bien et du coup ne pas forcément mettre un prix exorbitant. Ce qui est très intéressant aussi, surtout si de son côté il n'a pas forcément de base un attrait pour l'épargne, l'investissement c'est une manière aussi d'épargner
d'épargner, comme je le disais avant, à travers le crédit immobilier. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui sont pas forcément intéressés par le fait d'épargner tous les mois, mais qui vont acheter leur résidence principale ou acheter un investissement locatif et qui, au fur et à mesure du temps, vont créer un patrimoine de cette manière-là aussi. Ça peut être tout simplement une autre méthode aussi. De mon côté, je suis vraiment partisane du combo épargne-investissement, que ce soit de faire fructifier son épargne, mais aussi d'investir son argent dans la pierre. Mais après, on a plein de visions différentes sur l'argent. Dans tous les cas, pour moi, vous faites absolument ce que vous voulez. Je vous recommande juste quand même de toujours avoir une petite épargne de sécurité. C'est juste la base pour éviter d'avoir de l'anxiété en lien avec l'argent. Elle épargne du coup de son côté sur son livret d'épargne populaire, LEP. Il a un rendement qui est vraiment intéressant, même s'il a un petit peu baissé dernièrement. Ça reste vraiment intéressant, c'est supérieur à l'inflation et surtout pour quelque chose qui ne présente aucun risque. Donc pour commencer avec le fait de s'intéresser aux intérêts composés, c'est vraiment très intéressant. Le mariage était il y a 3 mois, en tout cas au moment où elle m'a envoyé son budget, et elle a déjà remis 3000 € de côté sur son LEP, et ce n'est que le début, j'imagine qu'elle va continuer à épargner pas mal. Leur rêve à tous les deux, ce serait donc de pouvoir vivre ensemble déjà, mais aussi d'acheter une maison ensemble près de Toulon. Alors éventuellement un appartement aussi, mais ce qui serait vraiment important pour eux, c'est qu'il y ait un jardin pour pouvoir faire un potager et viser un maximum d'autonomie. C'est vraiment quelque chose qui les rassurerait, qui leur plairait, qui les épanouirait. Le problème, c'est qu'actuellement ça coûte vraiment cher puisque les prix ont vraiment augmenté dans le Var et qu'à côté de ça, les taux d'intérêt sont actuellement bien plus élevés que quand l'un et l'autre ils ont acheté leurs appartements. Et autre chose qu'ils vont avoir, c'est qu'actuellement, elle a un très bon salaire parce qu'elle travaille à Paris, mais elle n'aurait pas la même espérance de salaire. Si elle était à Toulon par exemple, elle pense qu'elle passerait à peu près de 3000 à 1750 €. Et pour avoir un retour d'expérience qui concerne ma mère justement, puisque je vous le disais, elle est professeure de piano aussi, c'est vrai qu'elle a vraiment subi ça quand on a quitté la région parisienne. Quand j'étais toute petite, on habitait en région parisienne. Ma mère avait vraiment un bon salaire, elle travaillait dans différents conservatoires. Donc c'était un profil assez similaire, c'est qu'elle travaillait énormément, je voyais jamais ma mère rentrer du travail avant 21 h ou 22 h, et vraiment elle avait un très bon salaire. Et quand mes parents ont déménagé dans le sud, elle a vraiment eu une grosse baisse de salaire, et surtout que dans leur cas, ils sont pas allés vivre à proximité d'une grande ville, on est vraiment allé habiter dans le 04, où la plus grande ville c'est Manosque qui a pas tant d'habitants que ça, et vraiment ça a été très compliqué en tant que professeur de piano pour ma mère de réussir à trouver déjà des emplois stables, puisqu'elle avait beaucoup de petits contrats éparpillés, et vraiment je voyais ses fiches de paye, etc. Enfin, ça a toujours été très transparent, la question de l'argent chez mes parents. Donc si je demandais combien tu gagnes combien là, nanana, on me le disait. Et je voyais qu'elle avait des fiches de paye, tel endroit 66 € par mois, tel endroit 120 €, etc. Elle devait cumuler plein de petits jobs, accepter des boulots qui étaient vraiment moins bien payés que ceux à quoi elle avait l'habitude quand elle travaillait en conservatoire à Paris ou en région parisienne. Et donc d'un côté, elle a eu un mode de vie beaucoup plus calme où elle a beaucoup moins travaillé parce qu'il y avait moins de travail aussi. Mais c'est vrai que ça lui a pris des années pour se reconstruire une carrière, pour réussir à regagner de l'argent. Et aujourd'hui encore, elle gagne pas autant en termes de salaire que ce qu'elle avait à l'époque en région parisienne. Après, je suis pas là pour faire une vidéo sur mes parents, mais le coût de la vie était moins élevé aussi, donc ils s'y sont retrouvés dans tous les cas, et sur le fait aussi que mon père gagnait mieux en venant dans le sud. Mais voilà, c'est clair que c'est quand même une préoccupation qui est fondée, enfin il y a un sens derrière. Quand on est dans des milieux assez artistiques, on va pas avoir les mêmes salaires quand on travaille en région parisienne que quand on travaille en province. Je déteste le terme province, mais voilà pour l'expression en dehors de Paris quoi, même si c'est plus facile vers les grandes villes. Donc peut-être qu'en étant proche de Toulon, ça marchera quand même mieux qu'en étant dans un petit village éloigné dans le Var. Mais après, il y aura aussi une diminution du coût de la vie qui peut être intéressante aussi. Mais forcément, si les coûts immobiliers ont augmenté, c'est sûr que ça peut être compliqué en fait. Elle aurait pu envisager un investissement locatif à Toulon pour pouvoir rembourser un crédit immobilier, éventuellement mettre quelqu'un dedans, ce qui permet de financer le bien, le temps de pouvoir eux-mêmes acheter un bien qui leur convienne. Mais elle s'est dit que ce serait pas forcément accepté par le banquier parce que dans l'emprunt, il compterait actuellement le fait que si elle habite pas dedans, il faut payer son propre loyer. Donc elle envisagerait plutôt d'acheter dans les années à venir, éventuellement dans 2 ans, un appartement là où elle habite actuellement en région parisienne de 30 mètres carrés qui lui permettrait de rembourser un crédit immobilier plutôt que de payer un loyer et de le mettre ensuite en location plus tard. Elle me précise dans son mail qu'elle n'est pas forcément hyper à l'aise avec l'idée d'être multipropriétaire. D'un point de vue éthique, ça colle pas forcément à son idéal de valeur, on va dire, mais qu'elle a peur d'être précaire à la retraite et qu'elle a peur aussi de ne pas réussir à atteindre la maison dans laquelle elle aimerait vivre, etc. si elle ne passe pas par ces étapes-là. Et sur cette question, puisque je suis concernée aussi et je me la pose aussi, et c'est pas forcément non plus dans mon idéal éthique, on va dire,
Mais je considère vraiment que comme pour l'écologie, en fait, l'échelle c'est important, les ordres de grandeur c'est vraiment important. Et pour moi, c'est pas la même chose en termes d'investissement d'être une personne qui va investir à titre individuel, on va dire, qui va acheter un ou deux biens à mettre en location pour se permettre justement d'accéder à une meilleure situation, qui fait en sorte aussi de pas forcément mettre des loyers démesurés, qui fait en sorte que les logements mis en location soient dans des bonnes conditions, etc. Enfin, que les locataires vivent bien aussi. Je suis pas contre l'idée d'être locataire ou propriétaire selon les moments de vie. Je pense aussi que tout le monde n'a pas forcément envie d'être propriétaire et que c'est pas pareil en fait d'avoir un ou deux biens. Et je sais pas, d'être par exemple infirmier, de travailler beaucoup et de vouloir compléter ses revenus pour le jour où on est à la retraite, ou d'anticiper si à un moment on a une baisse de revenus parce qu'on peut plus travailler autant, par rapport à être un giga investisseur qui a des milliards d'euros dans l'immobilier. Enfin vraiment, pour moi c'est vraiment pas la même chose. Mais après, chacun a sa vision des choses sur l'éthique. Je considère qu'il y a très peu d'investissements qui soient rentables et vraiment éthiques, donc c'est toujours compliqué sur ça. Je pense que c'est vraiment à chacun de se renseigner sur ce sujet, de voir ce qui lui convient, de voir ce qu'il accepte, parce que il n'y a rien de parfait et je pense que c'est pas forcément une solution de se critiquer individuellement les uns des autres. Je pense que c'est important de militer, que c'est important de chercher à améliorer les choses, mais que ça ne passe pas forcément par la culpabilisation individuelle, et ça vaut sur tous les points, ça vaut aussi sur l'écologie, ça vaut sur la condition animale, etc. Au niveau de ma vision sur leur budget, ils vivent en fait finalement chacun comme des personnes seules en termes de budget. Donc forcément, il y a des frais qui pourraient être rassemblés qui ne le sont pas actuellement, comme les abonnements, l'électricité, le coût du logement, etc. Mais à côté de ça, j'imagine que pour son mari, c'est pas forcément possible non plus de quitter le Var. Elle, c'est compliqué de quitter la région parisienne pour le moment. Mais je trouve qu'à côté de ça, ils ont plein d'autres avantages quand même. Déjà, il y a le fait qu'ils sont tous les deux déjà propriétaires d'un bien, alors certes à crédit, mais ça veut dire que pour son mari, dans 16 ans, il aura un bien intégralement remboursé qui actuellement en vaut 62 000, en tout cas c'est ce qu'il l'a payé, mais ça vaudra très certainement beaucoup plus dans 16 ans. Dans son cas, ce sera dans 23 ans, et à ce moment-là, ils auront déjà remboursé 280 000 euros de biens immobiliers qui très certainement en vaudront plus, encore une fois. Mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, si jamais ils continuent juste de rembourser leur crédit, parce que évidemment ça c'est la partie essentielle, s'ils continuent de rembourser ces crédits, s'ils ont des locataires ou pas, qu'ils habitent dedans ou non, ça leur permet d'être sûrs d'avoir ce patrimoine pour plus tard. C'est déjà un énorme luxe que beaucoup de gens n'ont pas forcément et qui leur est donné évidemment par les efforts qu'ils ont fait, par le fait qu'ils ont investi jeunes, etc. Donc c'est pas forcément visible maintenant parce que c'est pas une amélioration de la situation pour demain, mais en tout cas ça compte quand même. Et en parallèle, ils peuvent aussi vendre ces biens à tout moment le long du parcours. Donc si par exemple dans 5 ans ils décident de vendre un des deux biens pour créer un apport pour acheter leur maison, d'ici là ils auront quand même à chacun remboursé une bonne partie, son mari encore plus puisque le crédit a commencé avant et que c'est un crédit sur une plus longue période, mais l'un comme l'autre ils auront normalement une plus-value. Alors peut-être pas encore sur l'appartement de Strasbourg s'il fallait le vendre maintenant parce qu'il y a les frais de notaire à rentabiliser, et il y a aussi le coût du crédit. Au début on rembourse beaucoup d'intérêts, mais en tout cas dans quelques années, que ce soit l'un des appartements ou l'autre, s'ils veulent le vendre, ça leur fera une plus-value. Il y a aussi le fait que même si actuellement la situation n'est pas idéale et qu'elle travaille énormément, elle a actuellement un salaire parisien, on va dire, qui est un salaire assez élevé et qui lui permet d'économiser 700 € chaque mois, ce qui est quand même énorme. Si jamais elle le souhaite, elle peut réduire des postes de dépenses si ça lui va, et ça peut lui permettre d'épargner encore plus. Mais rien que ces 700 €, si on compte par exemple sur 5 ans, qu'elle les place en moyenne à 4%, donc elle les investit éventuellement, que par exemple, je sais pas, elle ouvre un PEA aussi, et qu'en parallèle elle garde son livret d'épargne populaire et qu'elle garde les livrets classiques aussi, ce qui est toujours une bonne chose si jamais il y a des travaux dans l'appartement ou quoi que ce soit. Mais en supposant qu'on reste sur ce rythme de croisière de 700 € épargnés chaque mois, ça lui permet dans 5 ans d'avoir 49 000 € si on compte les 3 000 € qu'elle a actuellement aussi, ce qui fait quand même une très belle somme et un très bel apport, en sachant que là c'est en comptant qu'elle n'a pas eu besoin de vendre un des logements et qu'en parallèle de ça, le loyer de son bien il est actuellement à 870 €, mais il pourrait augmenter avec le temps. Il y a de fortes chances qu'il augmente un petit peu avec le temps. Les loyers sont quand même régulièrement revalorisés, que ce soit si elle souhaite le faire chaque année ou peut-être éventuellement à chaque changement de locataire ou ce genre de choses. Mais en tout cas, la mensualité de crédit elle reste la même, elle peut même parfois un petit peu diminuer parce qu'au fur et à mesure du temps on paye un tout petit peu moins, et à côté il y a le marché pour le prix du loyer qui généralement augmente. Si jamais elle achète dans la ville dans laquelle elle est actuellement en région parisienne, donc un 30 mètres carrés, j'ai regardé donc vraiment rapidement, sachant que je connais pas les critères exacts d'un logement qu'elle aimerait acheter. Globalement les prix pour ce type de surface étaient en moyenne à 170 000 €, sachant que ça variait pas mal.
ce qui représenterait sur 25 ans à 3% environ 900 € de mensualité par mois. En sachant que quand on rembourse un crédit par rapport à un loyer que l'on paye, on a des charges en plus, que ce soit les charges de copro, le fait de payer la taxe foncière et plein d'autres petits frais qui viennent en général s'ajouter. Donc ce serait pas égal à ce qu'elle aurait à payer actuellement par mois, sachant que là j'ai regardé à 170 000 mais il y en a des moins chers. Donc si par exemple elle en prend un à 150 000 et qu'elle met les 20 000 € d'apport qu'elle pourrait avoir dans un peu plus de 2 ans par exemple, là ça reviendrait plutôt à une mensualité de 700, ce qui s'intégrerait peut-être mieux dans son budget. Mais dans tous les cas, il y a des chances que ça diminue quand même sa capacité d'épargne et aussi que ça diminue sa capacité d'emprunt pour le moment où elle veut investir dans l'immobilier, puisque globalement, quand on loue un logement, il y a une partie de ce que l'on touche qui va pouvoir être comptée dans nos revenus pour nous permettre d'emprunter plus, mais si on a un déficit chaque mois par rapport à ce que l'on gagne en loyer, ça peut aussi bien baisser notre capacité d'emprunt. Dans tous les cas, ils ont l'un comme l'autre des situations dans lesquelles le temps joue en leur faveur d'un point de vue financier, puisque rien qu'en remboursant leur crédit immobilier, ça leur permet d'augmenter leur patrimoine avec le temps, ça leur permet de récupérer plus si jamais ils vendent ce bien à un moment, ça leur permet d'avancer sur le temps qu'il reste à rembourser pour ce bien immobilier, et elle, ça lui permet aussi de constituer de l'épargne, ce qui permet, même quand on ne peut pas forcément emprunter une grosse somme, de pouvoir peser à travers l'apport que l'on a à amener. Et ils ne veulent pas d'enfants, donc en fait il n'y a pas forcément cette pression en termes de timing de se dire je vais avoir ceci avant d'avoir un enfant, etc. Parce que forcément ça amènerait peut-être des préoccupations différentes. Peut-être que s'ils voulaient des enfants, ça les aurait poussés à vouloir vivre ensemble plus vite. Alors je ne connais pas le prix de la maison dont ils rêvent à Toulon ou autour de Toulon, j'ai regardé un petit peu sur les annonces immobilières. J'ai trouvé par exemple une maison très jolie d'environ 80 mètres carrés avec 170 mètres carrés de terrain qui coûtait 275 000 €. Donc si on regarde sur un calculateur de capacité d'emprunt, ça représenterait sur 25 ans une mensualité un petit peu au-dessus de 1 400 € si jamais ils achètent sans apport, ce qui fait qu'il faudrait gagner environ 4 000 € par mois. Actuellement, ça ne correspond pas forcément à leur situation puisqu'elle ne peut pas forcément emprunter en comptant son salaire parisien. Il faudrait donc qu'elle puisse emprunter avec un salaire qu'elle aurait à Toulon. Elle a estimé ça à environ 1 750 €, son mari gagne un SMIC, ça leur ferait donc un peu plus de 3 000, quelque chose comme 3 150 € je crois par mois, ce qui fait que c'est en dehors de leur capacité d'endettement et en plus de ça il faudrait avoir 0 crédit actuellement, enfin avoir une capacité d'emprunt qui soit vraiment vierge pour le moment, ce qui n'est pas le cas. Mais par contre s'ils partent soit sur un bien un petit peu moins cher ou si d'ici là ils attendent quelques années et elle constitue l'épargne qu'elle peut constituer même en ne changeant rien à son budget actuel, ou si de son côté son mari commence à épargner aussi et se constitue une épargne, peut-être qu'il pourra pas épargner autant qu'elle parce qu'évidemment avec un SMIC c'est compliqué d'épargner 700 € par mois, ça représente à peu près 50% du salaire, évidemment que c'est très compliqué, mais même de mettre beaucoup moins en fait, toute somme épargnée peut vraiment faire une différence, peut leur faire gagner du temps et peut leur permettre d'accéder à la maison dont ils rêvent, à l'autonomie, etc. dont ils ont vraiment envie plus rapidement. Peut-être que ça peut aussi motiver son mari dans le fait d'épargner. Je sais que dans notre couple avec mon conjoint, c'est vraiment à partir du moment où on a commencé à se fixer des projets, à avoir des hypothèses en fait, comment on pourrait atteindre ce projet-là, selon les différentes décisions que l'on prend, selon ce que l'on met de côté, ça nous a énormément motivés à épargner beaucoup plus que ce qu'on épargnait à la base. En fait, ce qui est fou avec l'épargne, c'est que juste 50 € mis de côté par mois, par exemple, si on prend sur 5 ans, ça fait déjà 3 000 € sans compter les potentiels intérêts composés. Et 3 000 € parfois, ça fait une vraie différence dans un projet. Ça peut vraiment nous permettre d'avancer. Ça peut nous permettre aussi de gagner, par exemple, plusieurs mois de paiement d'une mensualité. Ça peut nous faire passer juste sous le seuil qui permet d'emprunter. Enfin voilà, ça peut vraiment faire la différence. Et donc c'est tout concernant le budget de Manon. Je l'ai trouvé très intéressant. J'espère que il pourra aider d'autres personnes, que d'autres personnes pourront se reconnaître dedans aussi. Je pense qu'au-delà du montant du salaire que Manon touche, il y a vraiment aussi ce qui pèse beaucoup dans ce budget, le fait qu'il y a un petit peu le fantôme de la possibilité de gagner moins dans un changement de situation. Et je pense que ça pourra parler à pas mal de monde parce que j'ai des gens dans mon entourage, dans ma famille, qui habitent dans une ville où ils ont un bon salaire, mais qui ont un salaire qui ne leur permet pas d'acheter dans cette ville parce que certes ce salaire est élevé, mais il n'est pas assez pour acheter le type de bien qu'ils voudraient dans cette ville et du coup ils ont ce dilemme aussi. Et je pense vraiment que dans cette situation, l'épargne et l'investissement, même si c'est pas pour acheter le bien de nos rêves pour le moment, ça aide énormément. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, mais n'hésitez pas en tout cas à partager vos impressions, à donner des idées dans la bienveillance bien évidemment.
évidemment, on a tous des budgets différents, on a des façons de gérer nos budgets qui sont différentes. Je sais que c'est jamais évident de partager son budget avec les autres, donc je compte sur tout le monde pour rester courtois et bienveillant. Et c'est tout pour moi. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça soutient énormément mon référencement. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, je sors une vidéo tous les 5 jours environ. Je suis également sur Instagram, c'est Mûre et Noisette également. J'ai aussi un podcast, toujours du même nom. Et c'est tout pour moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours. Ciao ciao!